Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'armée recrute. Et après, on en parle à l'occasion de la parution de Mauvaises troupes, la dérive des jeunes recrues de l'armée française aux arènes. Une enquête co-signée par les journalistes Leila Mignano et Justine Brabant. La première est membre du collectif YouPress, co-auteur de La guerre invisible et du sacrifice de Palmyre chez Grasset. La seconde est l'auteur de Qu'on nous laisse combattre et la guerre finira à la découverte et co-auteur de Impunité zéro, violence sexuelle en temps de guerre, paru chez Autrement. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. À nos côtés, Raymond Despardons, photographe et réalisateur, est resté avec nous. Il était l'invité de la première partie de la grande table autour de l'œuvre du photographe américain, suisse-américain Robert Frank. Et il expose en ce moment ses photographies militaires dans 2 lieux d'exposition. L'un à Paris, Raymond, l'autre c'est à l'école du Val-de-Grâce et l'autre à Toulon, au Musée national de la Marine. Une double exposition où vous montrez des photos réalisées dans les années 60, au début des années 60, alors que vous étiez vous-même en train de faire votre service militaire. Et c'est le portrait d'une génération. C'est peut-être intéressant de voir ensemble, 60 ans après, comment ce recrutement a pu évoluer. Qui sont ces nouvelles recrues? Parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Depuis, le service militaire n'est plus obligatoire et ça a probablement aussi changé le profil de nos nouvelles recrues. Précisons d'emblée avec vous, Leila Mignano et Justine Brabant, que vous n'avez pas réalisé une enquête sociologique. C'est pas un profil fidèle de toutes les recrues de l'armée qui sont faites à travers cette enquête, mais une photographie. Vous dites avoir travaillé sur le modèle de Matt Kennard, auteur de Irregular Army en 2012, un livre qui était assez à charge sur l'armée américaine, du journaliste britannique, qui révélait notamment comment l'armée américaine a recruté des membres de gangs, des criminels, des anciens néo-nazis pour combattre dans sa guerre contre la terreur. Justine Brabant, à en croire le sous-titre, en tout cas c'était l'objet de cette enquête. Vous pareil? Oui, alors je rebondis juste, vous dites son livre était relativement à charge, on peut avoir l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un travail journalistique un peu indépendant sur l'armée, il est à charge, puisqu'on finalement on explique des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre. Alors en tout cas, il est à charge dans l'image qu'il donne. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que cette image est infidèle, effectivement. C'est ça, mais la méthode n'est pas particulièrement à charge. Sa méthode, comme la nôtre, en fait, c'est de se dire, voilà, les États-Unis, à l'époque, ont lancé leur guerre contre la terreur, qui a nécessité de recruter massivement, d'avoir beaucoup de soldats. Comment ils ont fait, en l'occurrence, eux, aux États-Unis, ils ont recruté plus jeunes, plus vieux, ils ont pris des gens, vous le disiez, avec éventuellement un casier judiciaire. Et ben nous, on s'est dit, voilà, en France, on sait qu'on on doit recruter également des jeunes gens plus nombreux que jamais depuis notamment le lancement de l'opération Sentinelle. Qui sont-ils et éventuellement quelles concessions l'armée a fait pour pouvoir les recruter? Une vague de recrutement sans précédent lancée, vous le dites, après les attentats de l'opération Sentinelle aux opérations extérieures qui étaient déjà en cours, comme en Centrafrique. L'armée, en somme, a besoin de bras, Leila Mignano. Cette opération Sentinelle, juste pour comprendre, c'est combien de militaires déployés sur le territoire pour patrouiller? 10 000 tous les jours. 10 000 militaires déployés tous les jours sur le territoire français. C'est plus de militaires en France, dans l'Hexagone, qu'en opération extérieure. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu vraiment aussi de la part de l'armée le désir de recruter, parce que où en est-on depuis la fin du service militaire? Comment entre-t-on dans l'armée? Alors du coup, on rentre dans l'armée en se dirigeant vers les CIRFA, donc les centres de recrutement qu'on contacte soit via Internet, via les réseaux sociaux, mais aussi au téléphone, on peut leur écrire, etc. Et on prend rendez-vous. Et ensuite, on se rend dans ces centres qui sont plusieurs dizaines en France. Il y en a dans toutes les régions, dans toutes les grandes villes, etc. Même centaines. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on intègre l'armée française. C'est plus une armée de conscrits, c'est plus une armée obligatoire. Donc, du coup, tout le monde n'est pas obligé de faire son service militaire, même de rentrer à l'armée. Et ce qui pose des difficultés de recrutement énormes. Aujourd'hui, pour 2 candidats qui se présentent, il y a un poste. Donc, du coup, le choix n'est pas énorme. Mais du coup, on aurait tendance à se dire aussi que ceux qui y vont sont réellement volontaires et que ces jeunes recrues vont être professionnalisés. En tout cas, ça, c'est la promesse de départ. Oui, alors c'est la promesse, effectivement, à côté en plus de proposer de l'aventure, du rêve, comme on peut le voir sur les grandes affiches, sur les abribus, parfois avec de très belles photos. Les recruteurs avec lesquels on a discuté notamment expliquent qu'ils proposent aussi des jobs, en fait. Ils savent que les jeunes en 2019 ont besoin d'un travail, ont besoin d'un contrat
d'autres, alors on peut se dire, qui sont volontaires certes à y aller. Effectivement, personne ne les oblige, mais ce qu'on a voulu démontrer, c'est que les arguments qu'on leur proposait pour les faire venir étaient au moins fallacieux, parfois complètement mensongers. Raymond Depardon, quand vous réalisez ces photos en 62-63, qui sont donc exposées à partir d'aujourd'hui dans 2 lieux, vous faites votre service militaire et vous allez travailler à la revue de l'armée, qui va vous demander de réaliser quoi? Des photos dans toute la France Oui, ces toutes hommes. les armes. Il y a une dizaine de journalistes, donc il y a des publicistes un peu. Il y a Jacques Ségala, il y a Philippe Labro, il y a Jacques Weber. On est assez libre. On est en civil. Et effectivement, on monte sur des avions, on prend l'avion, on monte un porte-avions, enfin fait tout ça. L'armée est en train de changer, effectivement, est en train de mais on ne sait pas quoi faire de tous ces appelés du contingent. Donc on essaye de rentrer. Il y a beaucoup de manœuvres avec les Allemands, les Américains et les Anglais. Donc dès juillet 62, c'est l'indépendance de l'Algérie, mais ça va très vite. En fait, l'armée devient un tout petit peu différente. Elle rentre dans l'Europe et elle fait des manœuvres d'ailleurs en Corse avec les légionnaires. Et moi, je fais des photos d'ailleurs dans ce fort de Calvi. Et là, c'est le 11e choc qui est là, parce qu'il était connu. C'est un régiment qui vient d'Algérie, qui est effectivement rapatrié d'Algérie, mais ce n'est pas encore les forces spéciales. Parce que j'ai demandé justement, il n'y a pas très longtemps, qui a pris la place du 11e choc, des légionnaires de Calvi. Il y a des parachutistes, il y a tout. C'est soi-disant la plus performante, le régiment le plus performant à l'époque, pour faire des actions clandestines ou officielles, j'en sais rien. Donc maintenant, ça a changé de nom. Donc c'est peut-être plus les légionnaires, peut-être que c'est effectivement plus le même recrutement. Oui, ce sont toujours des légionnaires. Hein, c'est le 12e régiment. Ouais, je crois que c'est On parle sous votre contrôle, mais je pense que c'est le 2e rêve et c'est toujours un régiment qu'on envoie au front régulièrement. Raymond Depardon, vous dites qu'à ce moment-là, l'armée est en train de changer. C'est une armée française qui va s'engager dans le bond technologique que ces années-là va promettre aussi, une armée qui se modernise. Mais c'est aussi, à travers toutes ces photographies que vous présentez aujourd'hui, le portrait d'une génération. Si vous deviez la décrire, cette génération de jeunes recrues, que garderiez-vous comme qualificatif? C'est fantastique, quoi, parce que moi je sais que plus tard d'ailleurs l'armée m'a demandé de faire un film sur le sida. Parce que dans les années 90, il y avait une information de 2 heures obligatoire sur le sida pour les militaires. Et les aspirants médecins, ils n'y arrivaient pas à parler à 200 jeunes appelés du sida. Ouais, imaginez le tohu que ça faisait. Et donc moi j'ai fait un film et j'ai demandé justement, j'ai dit, donnez-moi au fort d'Ivry 100 appelés du contingent de toutes les armes. Donc je les ai filmés, je les ai interrogés, je les ai fait parler, j'ai enlevé mes questions. Et en fait, bon, bien sûr, c'était tous des garçons. Malheureusement, il est à regretter qu'il n'y ait pas eu à cette époque des filles, parce que j'aurais bien aimé avoir le point de vue des filles sur le point de vue du sida à cette époque. Et c'est vrai que la force de cette... Je ne sais pas si... Visiblement, il n'y a pas l'idéal, puisque les appelés du contingent, le service militaire, c'était pas l'idéal. Et peut-être que, je ne sais pas si c'est l'idéal, les armées de métier maintenant aussi. Mais ça représentait quoi le service militaire dans la vie d'un jeune homme à ce moment-là? C'était quelque chose qu'on était obligé de faire. On ne pouvait pas dire je suis contre la guerre. Tu étais obligé, on venait te chercher. Si tu jouais au plus malin en disant je suis fou, je sais pas quoi, c'était encore pire. Donc on était obligé de le faire. Et c'est vrai que moi je suis parti pour 28 mois. Heureusement j'en ai fait 18, mais il y a toute une génération qui en a fait 28, qui est restée sur des pitons en Algérie, qui se sont beaucoup ennuyés. Alors c'est vrai que là il y avait énormément d'appelés. Justement ce journal était un peu fait pour remonter le moral de ces appelés du contingent. Mais il y en avait déjà par exemple la marine et l'aviation, il y avait déjà des appelés du contingent, des officiers et des sous-officiers qui étaient déjà des techniciens.
C'était déjà professionnalisé quelque part. Alors, 60 ans plus tard, 2015-2016, l'armée sort le grand jeu au risque de créer peut-être un fossé que vous allez nous décrire. Leïla Mignano et Justine Brabant, entre les promesses et les réalités, elle veut recruter, extrait d'un clip de 2016. J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté. Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix. Toujours solidaire. Jamais solitaire. Je reste en éveil pour que vous dormiez en paix. Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête. Toujours debout, j'avance pour faire reculer la peur. Ici. Ailleurs. Et plus loin encore. J'irai toujours de l'avant, pour que les hommes ne reculent jamais. L'armée de terre recrute 15 000 soldats. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Voilà, des destinées singulières, écrivez-vous Leïla Mignano et Justine Brabant, ce livre qui ne prétend pas être une sociographie exhaustive de la jeunesse en treillis, mais qui montre ce qu'ils ont en commun, c'est notamment d'appartenir à cette génération dite des millennials, et ils sont tout juste sortis de l'école ou déjà au chômage. À travers ce clip, est-ce qu'on a les ingrédients principaux de ce qui peut les séduire, de ce qui va les attirer, ces sirènes de l'armée auxquelles ils vont choisir de répondre en s'y présentant? Ah oui, complètement. Je pense quand on entend le clip que vous présentez, on sent l'aventure, on sent l'engagement auprès des populations civiles, on sent les valeurs. Voilà, on sent tout ce rêve en fait que l'armée essaye de vendre à ses futurs recrues. Effectivement, quand on arrive sur place, le décalage est parfois brutal. C'est-à-dire que ils arrivent, ils multiplient les opérations sentinelles. Où malheureusement parfois ils n'ont pas des moyens décents de se loger, où ils n'ont pas de congé pour se reposer, etc. Un certain nombre de choses qui fait qu'effectivement c'est pas aussi l'aventure que ce qu'ils avaient prévu. Et l'armée va les chercher par tous les moyens de communication moderne, par les réseaux sociaux, par Internet. Elle va aussi parfois demander l'aide de blogueurs influents pour parler à ces jeunes-là spécialement, Justine. Oui, parce qu'effectivement, ce qu'on entend dans le clip, c'est un peu le message grand public. C'est probablement des clips qui passent à la télévision, à la radio, où on transmet surtout des valeurs. Mais grâce maintenant aux réseaux sociaux et à Internet, l'armée peut aussi cibler des profils qui l'intéressent. Parmi ces profils, il y a par exemple la question des jeunes sportifs. Donc nous, on a par exemple passer un peu de temps à regarder les clips faits en partenariat avec l'armée par un jeune homme qui s'appelle Thibaut InShape, dont chaque vidéo fait à peu près 6 millions de vues sur YouTube, et à qui l'armée propose un jour d'aller faire un tour dans un Rafale, un jour d'aller faire un petit tour en hélicoptère. Donc ça, c'est un des publics qui les intéresse. Et puis il y a aussi, on parlait de technologie tout à l'heure, et Mondé disait à l'époque, c'est le début de cette armée qui se vit un peu comme un lieu de haute technologie. L'armée aujourd'hui mise aussi beaucoup là-dessus. Et elle fait appel à des jeunes qui ont un profil un peu plus geek, on va dire. Et c'est comme ça qu'on peut voir des espèces de clips où ils sont invités dans des régiments et où ils disent « Ah, mais j'ai l'impression d'être dans un épisode de Star Wars » ou « Ah, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo géant ». Et ça va donner, ils nous ont vendu du rêve, ça c'est Romain, 23 ans, qui vous le dit, de retour de Centrafrique, et ils nous ont envoyés à la boucherie. Un des gros problèmes de ces campagnes de recrutement, c'est la formation qui va suivre. Ces jeunes, tels que vous les présentez, sont peu formés et peu informés aussi des enjeux qu'ils vont rencontrer sur certains terrains d'opération. Alors il peut y avoir le fait de patrouiller sur le territoire français dans le cadre des mesures qui ont été prises post-attentat, mais il y a aussi encore des terrains d'opération extérieurs, et c'est le cas notamment du Centrafrique, un terrain sur lequel vous aviez déjà, vous, travaillé comme journaliste, toutes les deux. Vous racontez notamment des soldats envoyés là-bas, formés aux enjeux, en une demi-journée seulement. Justine Brabant. Alors en tout, ils ont, je crois, autour de
autour d'une semaine qui mélange de la formation au risque sanitaire, mais proprement sur d'où vient le conflit en Centrafrique et pourquoi on s'y rend. Effectivement, on nous a parlé d'amphi, donc c'est-à-dire de cours un peu magistraux, d'une demi-journée. Il faut imaginer ce que ça représente pour des jeunes qui peuvent avoir 18 ans, qui n'ont pas forcément envie d'aller dans un amphi. Certains nous ont dit qu'ils piquaient du nez, d'autres nous ont dit bon, on a compris rapidement que c'était une histoire de guerre de religion, mais comme ça m'intéresse pas trop la religion, j'ai aussi un peu piqué du nez. Donc oui, c'est aussi comme ça qu'on les informe de là où ils vont se rendre. Et vous dites le problème, c'est qu'ils sont mal formés, qui sont des formations très courtes. Donc la durée des classes n'a pas changé, mais le problème, c'est qu'en l'occurrence, sur cette opération en Centrafrique, ça a été décidé rapidement. Certains auraient dû compléter leur formation initiale par des formations à l'étranger, notamment au Gabon, pour s'habituer, par exemple, ne serait-ce qu'au climat ou à des contextes extérieurs. Donc ça a été en partie zappé pour les envoyer rapidement en Centrafrique. Et par ailleurs, l'opération Sentinelle a entraîné, on le sait, une baisse un peu structurelle du nombre d'heures d'entraînement pour chaque soldat français, parce qu'à force d'être sollicités, ils sont 10 000 en France en permanence dans les rues, mais ça veut dire qu'il y en a aussi 10 000 qui sont en train de récupérer et 10 000 qui doivent s'entraîner. Et on sait que tout simplement, en termes de nombre d'heures d'entraînement des soldats français, il y a une baisse ces dernières années à cause de l'opération Sentinelle. On voit le décalage, Raymond Depardon, avec ce que vous avez vécu et photographié. On peut penser notamment à ces nombreuses photos que vous avez prises de ces jeunes soldats en formation à l'école du Roc, par exemple, à Chamonix, à l'été 62. La manière dont les soldats de l'armée française étaient formés, le temps qu'ils avaient pour se former à la fois aux armes et aux enjeux internationaux. Oui, c'est tout à fait différent. C'était une période paternaliste, quoi, bien sûr. Avec la hiérarchie qu'on connaît. Il y en a même qui sont restés aussi très silencieux sur cette période. Ceux qui ont fait 28 mois sur les pitons en Algérie, il y en a certains, ils n'ont jamais raconté ça à leur famille ni à leurs enfants. Ça reste quand même un espèce de tabou. Alors, c'est sûr que la fin de la guerre d'Algérie va quand même un tout petit peu jouer un rôle, au bon sens du rôle de libérer tout ça. Est-ce qu'il fallait arrêter le service militaire ? Ça, je ne sais pas. À vous écouter, on a peut-être un peu des doutes aussi. Mais c'est le grand problème, et c'est un problème encore aujourd'hui d'actualité. Quelle est la solution ? On sait que les Américains font des tirages au sort, c'est pas non plus parfait. Donc, est-ce qu'il faut garder un service public, civil, militaire, je ne sais pas, moi je pose la question. Justine Brabant. Notre propos dans le livre n'est pas de trancher là-dessus, mais je réagis parce que je ne voudrais pas non plus que ce qu'on retienne du livre, c'est finalement c'était mieux avant. Nous, c'est pas ce qu'on prétend, mais ce qu'on veut montrer, c'est le décalage entre qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 2019. On l'a dit qu'on doit recruter beaucoup à cause de ces opérations de ces dernières années, et puisque le service militaire n'existe plus, on a aussi des jeunes qui tout simplement n'ont plus quelqu'un dans leur père ne l'a pas forcément fait, leurs frères et sœurs ne sont pas là pour leur raconter. Donc on a moins peut-être que les militaires sont très présents dans nos rues aujourd'hui, on les a jamais autant vus, mais probablement dans les familles françaises, on n'a peut-être jamais aussi peu connu ce que c'est la réalité de l'institution militaire, et c'est de ça dont on a aussi voulu parler. Et c'est cette question du tabou qu'évoquait à l'instant Raymond Depardon et qu'on retrouve dans votre livre Enquête à toutes les deux, Leila Mignano et Justine Brabant, avec notamment ces jeunes recrues qui rentrent de ces terrains d'opération, parfois choqués, ces chocs post-traumatiques non reconnus. On peut retrouver à titre d'exemple, mais vous en avez beaucoup d'autres, le témoignage de Paul qui derrière est un ancien engagé, va finir par braquer et qui dit « J'ai été envoyé en prison parce qu'il ne voulait pas admettre que je n'avais pas été soigné pour mon SSPT, si je me souviens bien des initiales, c'est ça. Il ne voulait pas admettre qu'il m'avait laissé seul quand j'étais dans la merde. » Je pense que le cas de Paul, mais aussi de Romain et d'Idriss, donc qui sont 3 braqueurs, 3 anciens militaires envoyés sur des terrains de conflit qui sont revenus, qui sont tombés dans le syndrome du choc post-traumatique et qui ne sont pas restés seuls chez eux, mais qui ont décidé de retrouver l'adrénaline des combats, c'est comme ça qu'ils le décrivent, et qui ont été braqués. Donc pour l'un, un cache converteur, pour Paul, une boîte de nuit, et pour Idriss, une bijouterie. Donc du coup, ces jeunes-là auraient dû se retrouver sur le canapé d'un psy. Ils n'auraient pas dû se retrouver derrière les barreaux. Et aujourd'hui, Idriss est toujours en prison. Paul est sorti, Romain a pris du sursis. Donc ces jeunes-là auraient dû être suivis par l'armée française. Mais par quoi ils étaient passés ?
Alors du coup, par quoi ils étaient passés? Et ben du coup, l'un avait été, donc Paul, l'histoire que vous racontez, avait été envoyé au Mali. Et en rentrant, en fait, il y avait plus d'argent pour le sas de décompression à Chypre, où sont normalement envoyés tous les militaires. Donc du coup, ils sont rentrés directement en France, donc à Tours pour ce qui le concerne. Et quand il est rentré au régiment, on lui a dit s'il y en a un qui va voir le psy, il est viré. Donc c'était un peu ça qui était le ragot de couloir qui passait. Et donc il s'est dit bon, je vais pas dire que je suis pas bien. Mais vous le dites aussi, il y a quelque chose de pas très viril d'aller voir le psy. Exactement. Dans l'atmosphère générale. Mais parce qu'il y a une véritable responsabilité de l'institution. L'institution devrait aller chercher ces hommes au retour de conflits. Devrait pas simplement dire bon ben on fait rien, on dit rien, mais aller dire est-ce que ça va pas bien, est-ce que vous voulez rencontrer un psy, une attitude vraiment proactive en fait. On leur vend qu'ils ont été risquer leur vie pour le pays, mais quand ils reviennent, on les jette comme des Kleenex. On a le cas de Simon où on lui a dit t'es perdu pour la France. Parce qu'il se sentait pas bien. Donc du coup, il y a pas... certes, il y a le côté un peu viriliste, puisqu'on est dans un milieu très, très viriliste, mais par ailleurs, il y a aussi une véritable responsabilité de l'institution à pas vouloir prendre en chasse ces jeunes qu'elle a été chercher avec des clips vidéo de Thibaut Inchep. Quand on parle du décalage entre la promesse dans ces clips de recrutement de l'armée et la réalité que ces jeunes recrues vont rencontrer, on peut montrer 2 gros cas de figure. Le premier, c'est peut-être l'ennui. Et le deuxième, Justine Brabant, c'est cette violence à laquelle les soldats sont mal préparés sur certains terrains d'opération. Quand vous avez choisi le titre de cette enquête, de ce livre, Mauvaise troupe, à quel type de dérive, pour reprendre le sous-titre, ou de dérapage vouliez-vous vous référer ? On a choisi ce titre aussi parce qu'il nous semblait que c'était un mélange il restituait bien le ton qu'on essayait d'avoir dans le livre, qui, je le dis encore, on n'a pas conçu comme un livre à charge, mais qui était un livre qui voulait révéler des vérités mal connues à notre sens, mais toujours avec une démarche quand même de bienveillance. Enfin, ce sont des jeunes de 18 ans qu'on est allé chercher souvent avec des arguments fallacieux. On voulait à la fois faire ça et en même temps garder les yeux ouverts, enfin donc dire qu'ils devaient être pris en charge, et en même temps garder les yeux ouverts sur ce qu'ils avaient commis, parfois à l'étranger, avec donc notamment une enquête en Centrafrique où on a fait le choix là de les regarder avec les yeux des Centrafricains et des Centrafricaines qui les avaient vus arriver chez eux et qui les avaient vus débarquer pour, en principe, selon le cahier des charges de l'époque, apaiser, s'interposer dans la guerre civile qui avait cours en 2013-2014. Et parmi ces violences que nous racontent les Centrafricains et les Centrafricaines et qu'on a pu confirmer avec des documents internes à l'armée, puisque chaque cas qu'on raconte est étayé parce qu'il y a eu certaines enquêtes internes. Parmi ces violences, on raconte notamment un cas de torture, on raconte un cas d'homicide, et puis on raconte des choses qui sont malheureusement plus ordinaires avec 1000 guillemets, qui sont aussi par exemple un recours à ce les soldats disent de la prostitution, mais quand ça se passe avec des filles, par exemple mineures, et qui sont payées une bouteille d'eau, nous on pose la question d'appeler ça plutôt du viol. Viol, torture, bavure, ce sont des violences, des cas, des dérives qui avaient déjà été au cœur d'une de vos précédentes enquêtes, Impunité Zéro. Le livre était sorti en 2017 et ces exactions ont été révélées en 2015. On va écouter un extrait d'un sujet de CNews. Les habitants de la zone 1 du camp de déplacés de Mpoko, la plus proche de l'aéroport, sont potentiellement les premiers témoins visuels des faits. Devant nous, ils désignent cette guérite comme le lieu où auraient été commises les agressions sexuelles. À quelques centaines de mètres de là, les hommes de Sangaris subissent malgré eux le poids de ces accusations. Le commandant adjoint de la force parle de cette affaire comme d'une peine. Ce serait celle que ressent toute unité qui a combattu et qui découvre qu'elle a été trahie par quelques-uns des siens, heureusement minoritaires. Il est non seulement inutile, mais dangereux de cacher la vérité. La vérité, c'est aussi ce qu'a recherché Alexis Nguité, un déplacé du camp qui travaille pour aider les enfants les plus démunis. C'est lui qui finit par recueillir les témoignages des victimes présumées de viol. Depuis, il collabore avec les enquêteurs, mais les enfants, eux,
n'ont jamais été réentendus. Voilà les mots d'un colonel dans ce sujet qui colle à la version officielle. Si de tels événements se sont produits, vous le racontez dans votre livre, leur nombre reste faible et le commandement a systématiquement traité ces cas avec rigueur et sévérité. Voilà ce que répond l'armée quand vous les questionnez sur ces exactions. C'était donc le sujet de votre précédent livre enquête que vous aviez co-signé avec Anne-Laure Pinault, Impunité zéro, où vous montriez les défaillances des systèmes disciplinaires et judiciaires. Où en est-on 4 ans après ? Alors déjà, une première chose, c'est que Mauvaise Troupe ne revient pas sur les accusations de viol contre des mineurs faites en Centrafrique. On s'attaque à d'autres exactions, puisqu'en fait, la première fois, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas seulement ces premières exactions, mais qu'il y avait d'autres choses qui avaient été passées sous silence. Donc du coup, pour nous aussi, c'est l'occasion de revenir là-dessus. 4 ans après, en tout cas, les accusations de viol, c'est des non-lieux. Pour le moment, avec une affaire sur laquelle on n'en sait pas plus pour le moment et qui est à l'état de mort. Il y a 3 dossiers, il y en a un qui a été classé sans suite, il y en a un qui a abouti à un non-lieu et il y en a un dont on n'a pas de nouvelles. Mais ce qui est important de souligner, parce que l'armée a cru bon parfois de communiquer en disant vous voyez c'est la preuve qu'il s'est rien passé, c'est que si on lit le jugement, en fait ils expliquent que c'est pas parce que ce non-lieu, c'est pas parce que on ne dit pas qu'il ne s'est rien passé, on dit qu'on n'a pas d'éléments suffisants pour identifier les militaires qui étaient à l'origine de tout ça. Mais effectivement, comme le disait Leïla, le but c'était aussi de faire cet autour, de ne pas se focaliser uniquement sur, par exemple, une affaire judiciaire quand elle surgit avec ce cas de viol sur enfant qui avait été particulièrement médiatisé à l'époque, mais c'est de montrer aussi que malheureusement, et encore une fois avec 1000 guillemets, il y a une part encore aujourd'hui, un peu d'ordinaire et d'absence de conscience de la part des militaires du fait que quand on est à l'étranger, on ne peut pas avoir recours à de la prostitution comme ça, ou en tout cas, il faut s'interroger sur est-ce que c'est une personne mineure, une personne majeure, est-ce que dans une situation de guerre où la personne que j'ai en face de moi peut être réfugiée de guerre, est-ce que le consentement a un sens dans ce contexte-là ? Sans chercher pour autant à les excuser, comment vous expliquer, puisque c'est le but aussi de ce livre, ces dérapages-là, sur ces terrains-là, si on en revient à ces jeunes recrues Alors, comme vous disiez, il ne faut pas le justifier. En revanche, on peut l'éclairer. Le manque de préparation, je pense que c'est l'évidence. Un nombre de jeunes qui se retrouvent envoyés là, à la boucherie, qui se retrouvent en état de choc. La hiérarchie complètement dépassée, c'est ce qu'ils racontent. Donc, la hiérarchie qui ne sait pas où est-ce qu'elle est, finalement, quel côté elle doit défendre. On leur donne des ordres et des contre-ordres, etc. Certains se voient comme des justiciers. Donc, le cas de torture, c'est comme ça que dans les PV, il l'explique. C'est-à-dire, vu qu'on nous l'a pas laissé intervenir à tel endroit, et du coup on a besoin de se faire justice nous-mêmes, vu qu'à chaque fois qu'on emmène des prisonniers, se font relâcher par les autorités centrafricaines qui n'ont pas les moyens de les maintenir en détention. Du coup, nous on va se faire justice nous-mêmes. Donc c'est ce type de discours qu'on a. Des gens qui sont très mal aussi au retour, c'est-à-dire par exemple ce cas de torture-là, on a un jeune qui 2 ans après s'en remet toujours pas et va finir par se confesser, donc raconter ce qui s'est passé, et puis d'autres qui n'ont pas du tout conscience de ce qui s'est passé et qui vivent comme une injustice le fait d'avoir été suspendu. Mais par exemple, sur ce cas de torture, il n'y a pas un militaire qui a fait une journée de prison quand même. On parle d'un crime de guerre, il n'y a pas de discussion. Les personnes qui ont été impliquées n'ont pas nié qu'ils avaient ligoté un homme à un arbre et ils l'avaient tabassé, donc ce qui est encore un crime de guerre, et pas une personne n'a fait un jour de prison. Et depuis 5 ans, l'enquête n'est toujours pas et au point mort. Pas une seule personne n'a été entendue. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu éclairer. Alors on disait la violence et l'ennui parmi les dérives possibles de ces jeunes recrues de l'armée française, symptôme de ce mal-être de ces recrues que vous décrivez dans cet ouvrage commun, Leïla Mignano et Justine Brabant. C'est aussi la circulation de la drogue avec une consommation accrue et une institution qui ferme les yeux là-dessus. Et un autre symptôme peut-être important aussi, les déserteurs, là encore en recrudescence. Armée de merde, c'est le titre d'une chanson signée MC Busty que vous citez dans cet ouvrage, militaires qui chantent la vie en caserne, de première classe qui prennent le micro. Je me suis engagé en croyant bien faire, au final je me suis fait baiser par l'armée de terre. Jeune homme, si tu veux un bon conseil, fais bien attention aux soi-disant 400 métiers qu'ils te proposeront. Nettoyage, balayage, lavage de camion, la seule arme que t'auras dans tes mains ce sera ton chiffon. Ton nom c'est frotte, 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 il faut bien tout astiquer. Ton nom c'est frotte, 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 sinon t'iras pas toucher. C'est encore one si Busty prête à tailler, c'est pas fini, on devrait cramer ses régiments et enfermer tous ces pourris. Allume la mèche, on va tout brûler, ça y aurait Busty au micro pour tout péter. Car aujourd'hui l'heure de la vengeance a sonné. Ma bouche est grande ouverte et je suis pas prêt de la fermer. Trop d'argent est dépensé pour leur soi-disant défilé. Mais regarde-t-il dans ton
assiette, ce qu'ils osent vraiment te faire bouffer. Mal nourris, mal soignés dans une caserne mal équipée. Que va-t-il nous arriver si jamais la guerre éclatait? Oui, j'ai la bouche grande ouverte et je vais dire bien haut tout ce que le monde pense tout bas, non je ne mâche pas mes mots. Tout ce que je dis c'est la vérité. J'ai la rage et la haine contre cette putain d'armée. Que va-t-il rester de cette désillusion, Leila Mignano, Justine Brabant? Beaucoup de frustration, au minimum pour tous ces militaires qu'on a rencontrés. Certains passages à l'acte, on les documente en France, qui, pour l'instant, ont plus des effets sur des terrains qu'on ne voit pas, ont plus d'effets à l'étranger. Les victimes que l'armée peut trouver sur sa route à cause de ces gens qui pètent des plombs, ils le disent eux-mêmes avec des guillemets, elles se trouvent pour l'instant, surtout malheureusement pour les Centrafricains, les Maliens, les Burkinabés à l'étranger. Mais on n'espère pas que les cas aussi de gens qui reviennent en France et passent à l'acte en France, par exemple, en commettant des braquages, vont se multiplier et se reproduire, parce qu'on espère que ça va peut-être être entendu, ce qu'on a cherché à écrire, et que l'armée et les Français vont à la fois avoir envie de prendre mieux soin de leurs militaires et de les sanctionner efficacement quand on pourra avérer le fait qu'ils ont commis des exactions. Voilà, l'enquête n'a pas été facile à mener. On imagine dans l'armée, c'est toujours compliqué. Peut-être aurez-vous, en revanche, une fois le livre publié, des retours et vous serez informé des réactions que vont produire le livre. Un mot, Leila Mignano, pour vous? Je crois qu'il y a eu beaucoup de rêves brisés, mais aussi beaucoup de jeunes qui s'en sont sortis. Il y a des jeunes qui aujourd'hui sont ébénistes, coachs sportifs, qui sont boxeurs professionnels, etc., qui ont réussi en fait à sortir de cet enfer du syndrome du choc post-traumatique parce qu'ils sont très soutenus par leur famille et qui aujourd'hui sont repartis sur de nouvelles rails. Donc du coup, c'est des rêves brisés, mais c'est aussi des jeunes qui sont repartis, donc du coup, qui évidemment nous tiennent au courant de leurs nouveaux rêves, parce qu'en fait, au final, ils ont que 25 ans, en fait, c'est qu'ils sont que au début de leur vie. Ils en ont vécu 100 dans l'armée, mais là, c'est reparti avec la force de la jeunesse. Donc du coup, c'est quelque chose qui est assez encourageant en fait pour la suite pour eux, quoi. C'était pas mieux avant, c'était autrement, Raymond Depardon. 60 ans après. Déjà, à cette époque, la guerre d'Algérie avait généré énormément d'abus aussi, et on en a très peu entendu parler. Ce qui est bien, c'est que vous êtes très jeune. Et vous êtes. Ça, pas vos apparences. C'est formidable de vous entendre parce que vous voulez savoir la vérité, et je pense qu'effectivement, c'est compliqué. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que ça veut dire que quand j'ai fait mes photos en 62-63, j'avais 20 ans, et j'ai fait beaucoup d'êtres humains. Voilà. Et je crois que l'être humain, on sait, il est compliqué, c'est pas simple. Et donc peut-être le point commun que nous avons ensemble, c'est l'être humain qui fait ce service militaire ou qui est dans les armées, et ça reste encore très ouvert à tout. Et il est au cœur de ce livre enquête, beaucoup de témoignages que vous avez donc recueillis et rassemblés. Mauvaise troupe, la dérive des jeunes recrues de l'armée française. Justine Brabant, Leila Mignano vient de paraître aux arènes. Il est aussi au cœur de vos photographies, Raymond Depardon, photographe militaire 1962-1963, une double exposition événement à Paris au musée du service de santé des armées à l'école du Val-de-Grâce jusqu'au 30 janvier et à Toulon au musée national de la marine jusqu'au 31 décembre de cette année. Un grand merci à tous les trois d'avoir été autour de cette grande table et un grand merci à toute l'équipe qui a préparé, programmé cette émission, c'est-à-dire à Maya Neskovic et Oriane Delacroix, à Henri Leblanc et Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide précieuse de François Bréus et de Sophie Marty. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Jordan Fuentes et Morgane Danan. Merci à tous, très bel après-midi.